On est super content, enfin en tout cas je suis super content de te recevoir. Tu as une histoire assez folle que tu vas nous raconter. On va parler de ta marque, de ton resto, de ce que tu fais au sein du restaurant. Mais avant, j'aimerais bien que tu te présentes s'il te plaît, que tu nous dises un peu qui tu es. Donc, moi, c'est Laurent Kalala. J'ai 32 ans. Et donc, je suis cofondateur de Beaumaillé. Beaumaillé, un restaurant de burgers. Burgers inspirés des plats africains. Mhm. On a ouvert ça il y a 1 an et demi avec Camille, mon associé. Et qui je suis? Moi, j'ai travaillé 7 ans dans le marketing et la communication, dans le retail. Donc, dans des marques comme Zara, Undies, Etam, Jennifer. Ok. Donc, ça, c'était mon milieu, plus le retail et la mode. Et depuis 1 an, je suis restaurateur. Rien à voir. Rien à voir. Mais on va reparler du coup de tout ton passif sur le marketing, comment ça a pu te servir justement et comment tu as pu t'en servir pour ta marque Beaumaillé. Avant qu'on rentre dans le détail, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de Beaumaillé et comment l'idée est venue? Parce que on n'entend pas ce genre d'histoire, je crois, tous les jours. Donc, on est très curieux d'entendre ça. Alors, Beaumaillé est né pendant le Covid. Donc voilà, c'est vraiment Faut plus dire ce mot. un paradoxe. Mais on a pensé à ouvrir un restaurant pendant que tous les restaurateurs étaient fermés. Ok. Donc, c'est né pendant le Covid. Il y a la Bao Family qui ont lancé un concours qui s'appelait Qui veut ouvrir mon restaurant? Mhm. Donc, ça a été lancé, je pense que c'était la deuxième vague du Covid. Et mon associé m'envoie un message en me disant, il y a un projet pour un concours où il faut postuler en envoyant une vidéo et son concept de restauration. Est-ce que ça t'intéresse? Je lui ai dit catégoriquement non, je me lancerai jamais dans la restauration. Moi, je veux faire quelque chose où je peux travailler mon identité, travailler mon marketing, travailler ma communication, faire ce que je sais faire et ce que j'aime faire. Et je lui ai dit, et je m'en souviens encore, je lui ai dit dans la restauration, je ne vois pas comment on pourrait faire tout ça. Ok. Et après plusieurs mois, plusieurs semaines plutôt, elle est revenue vers moi en me disant, ça t'intéresse vraiment pas? Je lui ai dit, ok, on se lance, mais on fait un truc qui nous correspond. Donc, on a commencé à brainstormer. Je m'en souviens un soir, on brainstormait autour de notre plat qu'on avait commandé. Et on se disait, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et venu de nulle part, je lui ai dit, mais tu te souviens que ça fait quand même 7 ans qu'on se connaît et que tu n'as jamais mangé afro? C'est quand même très bizarre, alors que tu m'emmènes dans des restaurants les plus farfelus qui puissent exister, que ce soit à Paris ou dans le monde, mais jamais tu m'emmènes dans un restaurant afro. Et c'est toujours moi qui dois te faire découvrir ces saveurs. Elle a dit effectivement, je pense qu'il y a un truc à faire, je pense qu'il y a un marché autour de ça. Donc on a fait nos études de marché en tant que bons étudiants. On a regardé ce qui existait, ce qui se faisait. Et on s'est dit, ah ouais, c'est vraiment vide. Il n'y a pas de grands acteurs, il y a peu de choses en fait sur la nourriture africaine. On s'est dit, comment est-ce qu'on peut le rendre plus accessible, le démocratiser? Et là, ni une ni deux, on s'est dit, un burger est vendu tous les 40 secondes en France. Ok. C'est le produit le plus connu. Ok. Je pensais que c'était la pizza, tu vois. Mais ok. Et c'est le produit le plus googlé, Ok. le plus recherché Ok. et en dessous de la pizza, le plus livré. D'accord, ok. Donc Ah, on s'est c'était dit, ça, du coup, la pizza, c'est sur la livraison. Ok. et on s'est dit, on va essayer de faire des burgers afro. On est parti de ça, c'était ça notre vision. Donc on a fait tous nos projets autour de ça. On l'a appelé Beaumaillé, c'est un mot en lingala. Et on s'est dit, on travaille là-dessus, on fait une présentation waouh qui n'a rien à voir avec la restauration. Et tant pis, c'est nous et on voit ce que ça donne. Et on a réussi à gagner le concours. Ok. Je m'en souviens encore quand on est arrivé au concours, en finale, on est arrivé, on était 5 finalistes, je crois qu'il y avait 100 ou à peu près 100 candidatures. Et tout le monde est arrivé avec sa nourriture. Et nous, on est arrivé avec notre business plan, notre maquette, notre Les bons équipe. élèves. Et là, j'ai dit, ah ouais, je pense qu'on s'est trompé. Je pense qu'on n'a pas compris. Et les jurys, ils étaient tous là, trop bon ce que tu fais, ça a l'air excellent, oui, ça m'intéresse. Et nous, on était là, on n'a rien à vous faire manger. Mais on a un projet qui nous tient à cœur. Et on a pitché, et ça leur a plu, on a gagné le concours. À la fin du concours, on s'est regardé avec mon associé. On s'est dit, on n'ouvre pas, c'était pas notre but de gagner. De base, c'était une blague. Ouais, en fait. c'était juste passer le temps. Ouais. Ça a mariné dans nos têtes pendant 1 mois, 2 mois. Mon associé, elle a quitté son job. Ok. 2 mois après, je l'ai suivi. Et on a mis en place tout notre plan marketing qu'on avait décidé pendant le concours, Ok. qui a duré à peu près 1 an Ok. avant l'ouverture. Ok. Ok. Alors justement, il y a plein de trucs dont tu as parlé qui sont cool. Le premier, tu as dit au tout début, moi je voulais faire du marketing et du coup, la restauration, du coup, ça te parlait moins. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et comment tu as pu du coup changer d'état d'esprit, d'aspect en fait là-dessus? Alors, j'ai travaillé pour la fast fashion. Et dans la fast fashion, il faut savoir qu'ils sont
Ils sont très puissants dans la création de contenu, la création de raconter une histoire. Mhm. Et quand je suis passé chez Undies, pour moi, qui est une très belle école, une très belle marque, on a fait énormément de choses que je ne connaissais pas en tant que création de produits, en tant que mise en avant sur le site, même sur Instagram. Au début, Undies, c'était une grosse marque. Mhm. On avait fait énormément de choses et je me suis dit, mais dans la restauration, je ne connais pas de marque de restauration qui a autant d'engagement et qui peut parler autant de ses produits tous les jours sans qu'il y ait de répétition. Ok. Et je vois pas quelle activation on peut faire avec notre menu, parce que notre menu, il est fixe, il change une fois par an. Ça va être un peu compliqué, c'est des monoproduits. C'est pas comme dans la mode où les produits changent assez souvent. C'est facile de raconter d'autres histoires, Ouais. faire des capsules, etc. Ouais, ok, je comprends. Et je pensais que j'allais être un peu coincé au niveau de mes idées, au niveau de mon développement, de qu'est-ce que je pourrais faire autour de ça. Donc, je me disais, la restauration, c'est un peu limité en marketing et communication. C'est pas un secteur qui m'intéresse. Je suis vraiment resté bloqué à ça. Ok. Et quand on a fait avec mon associé notre plan de développement, du coup, on s'est dit, on va aller plus loin que ça. Nous, on veut démocratiser la gastronomie africaine. Et pour ça, on va passer par plusieurs points. Par la culture, par la musique, par le voyage, etc. Donc, on a créé plusieurs touch points pour emmener la nourriture africaine aux gens. Ok. Et à partir de ces touch points-là, on s'est dit, pour la musique, on va faire ça. Pour le voyage, on va faire ça. Pour ça, on va faire ça. Et on va le raconter de ces manières-là. Et ça explique un peu ce qu'on a fait jusqu'aujourd'hui. J'expliquerai après. Je suppose que tu poseras les questions. Mais ça explique les différents projets marketing qu'on a créés jusqu'aujourd'hui pour pouvoir faire une marque qui soit plus haute ou plus grande que juste la restauration. D'accord, ok. Ok, c'est méga intéressant. Et du coup, quand vous avez du coup fait tout ce plan marketing, est-ce que tu t'es rendu compte, tu as trouvé finalement des marques de restaurateurs où tu t'es dit, finalement, en fait, il y en a et c'est aussi ce genre de choses que je veux raconter? Oui, il y en a. Et je vais citer Bao Family parce que j'adore ce qu'ils font. Okay. Vraiment, j'adore ce qu'ils font. Et je trouve qu'ils le racontent très bien. Ils le font très bien. Et du coup, ça fait partie des marques qui m'ont inspiré. Qui t'ont inspiré. Ouais. Et du coup, c'est cool parce que je les ai eus il y a 2 semaines dans le podcast et je veux bien que tu nous en parles parce que je crois que vous avez une aventure un peu similaire où Billy nous expliquait qu'avec son associé, en fait, en 2 cafés, ils sont partis à Shanghai et en fait, c'est là où ils ont créé la carte, le menu, etc. Je vais te laisser évidemment le raconter, mais je crois que tu as un peu une histoire similaire. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, s'il te plaît? J'ai un peu une histoire similaire et j'ai surtout une connexion avec la Bao Family parce que c'est Céline Chang qui nous a accompagnés pendant l'ouverture de Beaumaillé, pendant 1 an, grâce au concours qu'on a gagné. Donc tous les mois, on la voyait, elle nous aidait à nous débloquer à des sujets un peu complexes qu'on ne connaissait pas parce qu'on ne venait pas de la restauration, donc on nous posait des questions basiques. Un exemple, t'en as un exemple, c'est quoi les KPI dans la restauration? J'arrive, je dis, mais qu'est-ce que je dois regarder? Quels chiffres sont intéressants? C'est vraiment du basique au basique. Ouais, carrément. Et voilà, ça avançait. On disait quel genre d'avocat on a besoin pour ça, combien coûte un bail commercial, comment on négocie, etc. Des choses très, très basiques, mais on a besoin d'avoir ces réponses-là pour pouvoir avancer. Aujourd'hui, je pense que je fais les choses à peu près bien grâce à Céline. Ok. Et je continue à apprendre. Donc, notre histoire est un peu similaire parce que dans notre plan marketing avec Camille, quand on s'est lancé, quand on a fait le concours, on s'est dit, on va faire une folie. On va créer un restaurant de burgers inspiré des plats africains. Et pour ça, on va voyager pendant 6 mois. On va voyager pendant 6 mois, on va tout lâcher et on va aller 1 mois dans chaque pays pour des thématiques très spécifiques. Je vais te donner un exemple. On a fait un free tour en Belgique, par exemple. Ok. On a été en Belgique pendant 2 semaines et on a mangé des frites pendant 2 semaines. Wow. Très, très dur. Très, très dur, Ah ouais. mais j'ai vu dans les yeux des gens comment ils pouvaient parler d'une frite pendant 3 heures. D'accord. Ils étaient passionnés. Ils nous ont appris, ils nous ont parlé la patate, comment on les cuit, comment on les choisit. Ouais, parce qu'il y a un vrai truc sur ça, sur la cuisson, etc. Exactement, l'huile carrément. qu'il faut utiliser, etc. Donc, c'était vraiment très intéressant. On a été en Argentine pour voir les barbecues argentins, les asados. On a été j'allais dire quoi? On a été en Argentine, on a été j'ai oublié les pays carrément. On a été à Londres. Ouais. Après, on a fait l'Afrique, on a fait le Sénégal, la Côte d'Ivoire, Madagascar, Maroc, Congo. Ok. 1 mois dans chaque pays. On a fait le tour du pays quand on pouvait le faire. Et on est revenu avec une centaine de recettes dans chacun des pays. On a cuisiné avec les mamans, avec les chefs, on a été dans des restaurants. Et c'est vraiment ça qui nous a aidé à créer notre carte et aidé à créer les futures cartes et les futurs plats qu'on s'est mis en place. Ok. Et ça a aussi peaufiné notre stratégie de développement de produits dans le restaurant. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, chez Beaumaillé, on se dit, créer des produits de saveur africaine, c'est bien, mais nous, on partira toujours d'un plat existant.
D'accord, ok. Jamais on va faire un burger avec juste du piment et un peu Ouais, de choses africaines dedans. ok, Non, on va ok. prendre un plat qui existe et on va le fusionner, le transformer. Et on va parler autour de ce plat pour faire comprendre aux gens, voilà ce plat, par exemple, le dibi. C'est un barbecue qu'on mange dans l'Afrique de l'Ouest. Mhm. Et on s'est dit, bah, on va prendre le dibi, on va le transformer. Donc, on a travaillé avec Melt, par exemple. Ok, Et on a pris leur viande, on a transformé le dibi, on a raconté toute l'histoire autour de ça, comment on faisait le barbecue en Afrique, comment on faisait le barbecue aux États-Unis, pourquoi on a créé ce produit. Et c'est comme ça, en fait, qu'on enseigne les gens. On a fait un burger KBM au Kefta. Et pareil, on a voyagé au Hmm. Maroc. On a été chez les parents une de mes amies. Elle nous a appris à cuisiner. On a raconté aux gens l'histoire. Et on leur a dit, bah voilà, nous, comment on le transforme chez Beaumaillé pour vous. Donc, nous, c'est vraiment ça. On prend un produit, on va jusqu'au bout Ouais, du produit. ouais. On veut pas juste mettre deux, trois. D'accord, ok. On veut pas juste faire un burger en mettant un aloco dedans en disant Ouais, c'est un burger afro, il y a un ouais. aloco dedans. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, que les gens puissent découvrir la nourriture de A à Z. Certes, ça sera pas le goût original, mais en tout cas, ils vont comprendre le produit, savoir d'où il vient, pourquoi on l'a transformé, comment on l'a transformé. Si ça les intéresse, ils iront dans un restaurant qui le propose. Trop bien. Et donc, du coup, avec ce que tu dis, parce que vous n'êtes pas fait accompagner du coup par je sais pas, un chef ou un cuisinier, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez appris et développé ces recettes avec les locaux et en fait avec les gens sur place directement. Exactement. Alors, il y a deux choses. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? On a fait ça parce qu'on ne vient pas de la restauration. Mhm. Donc, c'était très important qu'on ne soit pas vu, même si quand on a créé notre concept dans notre tête, on n'avait pas encore notre compte Instagram. On l'avait, mais on avait 100 followers, Ok. c'était insignifiant. Mais on ne voulait surtout pas avoir l'étiquette de marketeurs qui viennent de la restauration et qui ouvrent un restaurant. D'accord. C'était Ok. hyper important pour nous parce que le produit était trop important pour nous. Hmm. Donc, on voulait que les gens ils comprennent que le produit, on l'aime vraiment, Ouais. on le respecte et jamais on leur proposera un produit dégradant ou qui ne va pas dans nos valeurs. Et c'était important pour nous de leur faire comprendre ça en voyageant, en allant à la source, en D'accord. leur faisant comprendre que on vient pas juste du marketing pour ouvrir un Ouais. restaurant. Tu veux le légitimiser en Voilà, fait, c'est de ça. dire en gros, je suis C'est pas. ça. Ouais. Et pour moi, c'est peut-être c'est bizarre à dire, mais c'est peut-être plus facile pour moi de me légitimiser dans la burger afro, vu que Hmm. je suis né à Kinshasa, j'ai grandi en Afrique du Sud. Ok. Et pour l'associée Camille, qui est née dans le Nord, c'était plus compliqué pour elle de se dire, bah voilà, moi je connais très bien la Bien nourriture sûr. africaine. Ok. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'elle est beaucoup plus apte à parler des différentes gastronomies africaines que la plupart des gens que je connaisse. Hmm. Ok. Vraiment. Ouais. Ok, non, mais c'est trop cool. Et justement, on reviendra sur l'histoire du produit et du marketing, parce que tu sais, souvent, le marketing, on parle beaucoup, tu vois, de la pub, l'acquisition, etc. Mais finalement, ton premier outil marketing, c'est ton produit, finalement, et vous avez tout misé là-dessus. Et tu parlais aussi que toi, quand tu avais ta crainte en montant un restaurant, c'était pas la lassitude, mais d'avoir la même carte et tout. Comme vous êtes venu avec 100 recettes, est-ce que du coup, ça veut dire qu'il y a un changement régulier sur la carte? Comment vous fonctionnez? Alors nous, tous les mois, on fait une collaboration. Une Ok, collaboration avec un créateur de contenu, avec un chef, avec un restaurant, avec une marque. ok, Donc jusqu'à présent, on en a fait 8. ok, Donc on a travaillé par exemple avec Melt, comme je disais, on a fait le Dibi, on a travaillé avec une amie à moi qui s'appelle Camélia, une Marocaine, on a travaillé avec Heinz, on a travaillé avec ok. Big Mama, on a travaillé avec Avec Big Mama, alors ça me... On a fait des afrocini avec D'accord, Libertino. ok. Donc voilà, c'est comme ça qu'on travaille. Donc tous les mois, on reprend une recette qu'on a découvert pendant nos voyages. On se dit avec qui Hmm, on peut travailler cette recette et comment est-ce qu'on peut la travailler et comment est-ce qu'on le transforme. Et voilà. ok. Donc c'est un peu comme ça qu'on avance. Petit à petit, on se dit bah, tous les mois, au lieu de faire un produit nouveau seul, on travaille avec quelqu'un qui a une viande d'exception, qui a un produit d'exception, une technique d'exception ou une connaissance d'exception. On se dit on va prendre cette personne-là, on va travailler ensemble sur un produit avec une touche africaine et on va le présenter à nos clients. Et ce qui est bien pour toi, c'est que du coup, tu bénéficies d'un co-marketing en fait avec des marques fortes existantes. Du C'est coup. ça, Hmm, c'est ça. ok. Et pour revenir un petit peu sur votre voyage, donc tu avais eu un premier compte Insta qui s'appelle Nasty, The Nasty Belly. The Nasty Belly. Est-ce que du coup, de ce que j'ai compris, c'est que ce compte-là vous en est servi pour documenter en fait toute votre aventure et ce que vous alliez mettre en place après pour Beaumaillé. Est-ce que tu avais une volonté du coup déjà d'entrée de te dire il faut que je commence à créer ma communauté Day One? Enfin, je pense que c'est un peu ce que tu C'est viens de dire. exactement ça. C'est exactement ça. Donc, ça faisait partie de notre plan marketing en se disant que on va voyager, on va documenter, on va créer une communauté. Hmm, Et avec cette communauté-là, quand on va ouvrir, ils seront là pour nous. On pensait pas faire aussi bien. ouais. Nous, forcément, dans tes métriques, tu mets des chiffres. Donc, nous, on Hmm, s'est dit, bah, on crée The Nasty Belly. Il faut qu'à la fin de nos voyages, on ait 5000 followers et que quand on ouvre, on fasse 60 couverts jour. ok. Voilà, c'est ce qu'on écrit dans notre business model, dans notre business plan plutôt, et c'est ce qu'on pensait Mhm. faire. On est rentré de 6 mois de voyage, on avait 60 000 followers. Ouais, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. On a ouvert le restaurant, on faisait
quasi 1000 burgers semaine. C'était assez hard et on était complètement à côté de la plaque, mais dans le bon sens. Ouais. Et du coup, comment vous avez accueilli ça? Parce que du coup, vous n'étiez pas prêt. Tu Ah non, on avais n'était pas prêt. mis une ligne sur le business plan, mais dans le bon sens, cette ligne n'a pas été respectée. Du coup, en gros, donc vous êtes revenu. Combien de temps après que vous soyez revenu, du coup, le resto, vous l'avez lancé? 4 mois. 4 mois, ok. Donc pendant ces 4 mois, vous continuez d'entretenir en fait cette communauté en disant ça y est, le restaurant va ouvrir, etc. Et donc du coup là, il y a l'ouverture et quoi, dès les premières semaines, premiers mois, c'est ça y est, la marque est lancée, quoi. Ça a duré 9 mois. Pendant 9 mois, on avait la queue. Ok. Je voyais la queue dans les autres restaurants hyper connus à Paris et je me disais, mais comment ils ont fait? Et moi, quand j'avais pendant 9 mois la queue chez Beaumeillet, je me disais, mais pourquoi est-ce que j'ai autant de personnes? Ouais. Je ne comprenais pas. Donc pendant 9 mois, je me suis rendu compte que avoir des likes, avoir des vues, avoir des commentaires sur le réseau, c'est bien, c'est de l'engagement. Mais avoir des gens qui se déplacent et qui sont prêts à payer pour avoir ton produit, c'est plus que de l'engagement. Et là, je me suis rendu compte que The Nasty Below, on avait créé plus qu'une communauté, on a vraiment créé des gens qui croient en nous C'est ce que et j'allais qui dire. étaient prêts à nous soutenir. Et je pense que les gens, ils venaient pour votre produit, évidemment. Et j'imagine qu'ils venaient vous rencontrer aussi. Exactement. Ouais. On avait les deux. Donc, on était très surpris, très contents. Du coup, on a fait beaucoup de services parce qu'on voulait le Ouais, rendre. bien On sûr. dit, on va rester en service. Ok. On s'est staffé et c'était dur, mais on a réussi. Aujourd'hui, ça va mieux. Ok. Donc là, si je dis pas de bêtises, donc ça fait 1 an, c'est ça? 1 an et 4 mois. 1 an et 4 mois que vous êtes ouvert, ok. Et du coup, l'attraction est toujours, il y a toujours du monde et tout qui viennent chez vous. Du coup, est-ce que tu penses que la force marketing là aujourd'hui que vous avez, c'est effectivement tout ce que vous avez créé, mais est-ce que les gens viennent justement parce que sur ce que tu as dit où tous les mois il y a cette collab, etc. C'est-à-dire que vous avez des gens en fait qui veulent à chaque fois retester en fait toutes les nouveautés que vous faites. Alors, grâce à Pongo, par exemple, grâce à Pongo, notre système de fidélité, c'est facile de voir les repeats. Mhm. Donc voilà, donc on a, je sais plus combien on a de personnes en basé sur Pongo, mais quand on regarde les repeats, on peut voir les gens qui reviennent. Mhm. Et nous, comme on fait beaucoup de services encore, on voit aussi les gens qui reviennent. Il y a des clients qui disent, bah, j'ai envie de regoûter le KBM, j'ai envie de regoûter le DB Power, j'ai envie de regoûter la Frotini. Donc les clients, ils reviennent quand on lance quelque chose, on voit l'engouement qui revient. On est D'accord. dans une zone de bureau, donc c'est encore plus simple Mhm. de voir cet engouement. Et les gens nous disent naturellement, c'est quand le prochain produit? Mhm. Et c'est quoi le prochain produit? Ouais. Mais du coup, il y a une pression parce que enfin une pression positive, mais tous les mois, il faut pas décevoir, faut faire la bonne collab, parce qu'il y a une attente en fait. C'est ça qui est fou. Il y a le FOMO en fait qui se crée un peu chez vos clients, quoi. Alors, il y a le FOMO qui se crée, ça c'est une réalité, parce qu'il y a des personnes qui disent je suis pas là ce mois-ci, je vais louper la collab, est-ce que c'est possible de De me mettre un de côté. d'en mettre un côté? Mais c'est une réalité, hein. On a beaucoup Ah ouais. de DM de personnes qui disent je serai pas là pendant ce mois, je veux pas louper cette collab, Putain, c'est incroyable. est-ce que c'est possible de pousser? Et on leur dit bah, c'est un mois, c'est compliqué, Ouais. c'est des process qui changent, c'est compliqué, et nous on enchaîne en fait sur un calendrier. Et est-ce qu'il y a une bonne collab? Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de bonne collab, il y a des histoires qu'on raconte. Mhm. Nous, on marche sans les collabs, et le collab, c'est un plus. Ouais. Et pour nous, c'est un plus au niveau qui nous stimule au niveau marketing, qui nous stimule au niveau des recherches, qui stimule la cuisine qui ne fait pas que la même chose. Mhm. Donc, c'est quelque chose qui est un win-win pour les clients et pour notre Ouais, business carrément. à nous. Et peu importe la collab, nous, on veut la raconter en fait d'une manière originale. Donc, je dirais pas qu'il y a de bonnes collabs. Il y en a certaines que j'ai préférées et d'autres Bien sûr. au niveau du goût. Hein. Ouais. D'autres que j'ai préférées et d'autres non. Mais dans la réalisation, je les ai vraiment tous aimés. Mhm. Ouais, parce que du coup, encore une fois, tu vois, bon, Big Mama et ce que vous proposez, bah, tu peux te dire, bah, au début, c'est dur tu vois, quand tu regardes de très très loin, tu te dis, attends, mais où est-ce qu'on va finir et sur quel produit on va finir parce que c'est pas du tout la même chose, tu vois. Ok, trop bien. Et donc, toi, ce qui est cool, c'est que tu as un profil très marketing. Aujourd'hui, dans la restauration, on en parle de plus en plus. Le marketing, il faut faire de l'acquisition, il faut être bon sur les réseaux, etc. etc. Toi, tu as fait un peu l'inverse de certains restaurateurs qui viennent de la restauration et qui doivent se former sur le marketing. Tu dirais que toi, aujourd'hui, c'est quoi la place du marketing pour un restaurateur, tu vois, qui se lance demain? Et c'est quoi l'importance, en fait? Je pense qu'en 2024, le marketing, c'est 50-50. C'est hyper important Quand je dis marketing, je dis pas être juste présent sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est hyper important de savoir vendre son produit. Ça commence par son menu, la manière dont on fait son menu, qu'on communique sur les PLV dans le restaurant, la manière dont on communique dans le restaurant, dont ses serveurs travaillent, ou la tablette, ce qui est écrit dessus. Ces petites touches-là sont hyper importantes pour acquérir des clients et pour faire revenir les clients. Ouais. Donc, je pense que c'est 50-50. Ouais, L'expérience client devient très, très importante en 2024 et sera de plus en plus importante.
Et puis j'écoutais aussi d'autres podcasts, mais moi, avec tout ce que tu dis aussi, je suis persuadé qu'à la fin, en fait, ça reste quand même le produit, tu vois, ton premier outil marketing, tu vois. Ah non, mais c'est. En fait, je pense on peut berner un client une fois. Mhm, On peut le faire venir avec des strass et des paillettes. mhm, Il goûte ton produit, il ne reviendra pas. mhm. Pas de repeat. Ouais, Et pour moi, gagner un client, ça a un prix, ça a un coût, ça a de l'énergie. Le faire revenir, c'est gratuit. ouais. Donc, c'est hyper important d'avoir un produit bien fait, bien ficelé, bon, Mhm, et qui soit en fait à la hauteur de ce qu'on vend aux gens. mhm. Donc, je resterai vraiment Ouais, partisan en disant que le produit reste l'élément Numéro un. numéro un dans un business. Il doit être parfait. Et à côté de ça, on doit bien le vendre. Donc, le produit, c'est 50% et la vente, c'est 50%. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez passé autant de temps, du coup, à élaborer aussi vos menus, vos cartes, etc. Est-ce que du coup, comme tu es sur un business comme ça, est-ce que du coup, des fois, c'est compliqué aussi d'avoir de l'inspiration parce que tu es attendu du coup à chaque nouveau mois, tu sais, de la nouvelle recette, etc. J'imagine que ça vous prend aussi beaucoup de temps de tout le temps réfléchir à ce truc-là. Ou vous avez déjà beaucoup trop de recettes d'avance et donc du coup, vous êtes tranquille. Alors, des recettes, ça se trouve. En Ouais. vrai, il y a 54 pays Mm. en Afrique. Donc, il y a au moins 54 gastronomies en disant que dans les pays, il n'y a qu'une seule gastronomie. En Mm. fait, il y en a plusieurs. Donc, les recettes, ça se trouve facilement. Nous, on a fait quand même beaucoup de voyages. Donc, on aimerait bien faire des recettes de pays où on n'a pas voyagé. Donc là, on prend des livres, on regarde des vidéos où on se rapproche de chefs de ces pays-là pour Mhm. nous aider. Ok. Donc, en réalité, pour les recettes, j'ai vraiment pas de souci. Pour le côté marketing, je dirais que c'est un hobby pour nous, Ok. pour Camille et comme pour moi. Je baigne dedans. Jusqu'aujourd'hui, je regarde toujours ce qui se passe dans l'univers de la mode. Ok. Et je m'en inspire beaucoup pour mon restaurant. Ok. Vraiment, c'est là que je fais ma plus grosse veille. Je regarde ce qu'ils font, comment ils le font, pourquoi ils le font. Et je me dis comment est-ce que je peux faire la même chose dans mon restaurant. Donc, dans les deux cas, niveau gastronomie, j'ai pas trop de peine. Niveau marketing, je m'inspire de quelque chose qui est autre que la restauration. Donc, ça va, j'arrive à traduire. Ok. Et du coup, comme tu vois, toi, comme tu as dit, c'est un hobby. Pour un restaurateur demain qui nous écouterait et qui voudrait dupliquer un modèle comme le tien, où effectivement ça marche, c'est quoi les conseils que tu lui donnerais en fait si tu es un peu un néo-marketeur, entre guillemets, ou que tu n'as pas beaucoup de connaissances? Comment en fait tu peux t'éduquer en fait sur ces choses-là et en fait te servir du marketing justement pour que ça booste ton business? Alors, déjà dans le marketing, il y a deux phases. Il y a la communication et il y a le marketing pur et dur. Mhm. Donc, quand je parle de marketing pur et dur, je parle vraiment de PLV, d'acquisition, de réseaux sociaux, de toutes ces choses, de Pongo, du Mhm. téléphone, du rappel, du site web, toutes ces choses qui sont obligatoires aujourd'hui dans un restaurant. Ouais. Donc déjà, ça, pour moi, c'est la base pour un restaurateur, de se dire, bon, je vais pas juste faire du marketing en essayant de faire des pubs à la Buzzman. Ok. Ça, c'est Mm. autre chose. Ok. C'est de la communication. Il faut déjà faire les bases. Il faut avoir un site propre, correct, avec son menu. Il faut avoir Mm. tous les réseaux ouverts. Il faut avoir les mêmes horaires sur toutes les plateformes, Mm. les mêmes prix sur toutes les plateformes. Des choses basiques au basique. Avoir ses horaires affichés sur son restaurant. Vraiment, avoir son menu en plusieurs langues. Des choses très, Donc toi, très tu basiques. dirais, en fait, on commence par ça. Voilà. Parce que souvent, je pense que c'est ça, dans la tête des gens. En fait, on va direct à la finalité du marketing. Parce qu'en fait, on se dit, tiens, putain, il a une communauté de fou. Dès qu'il fait un truc, il y a 5000 j'aime. Mais comment, en fait, tu arrives à tout ça? C'est toute la création qu'il y a avant. C'est ça. C'est vraiment faire le basique du marketing dans son Mhm. restaurant et sur les réseaux, etc. Mhm. Et après ça, quand tout ça, c'est vraiment bien lisse, bien mis en place, on peut aller plus loin en se disant, voilà, mon restaurant, il est prêt. Comment est-ce que je le mets en avant? Mhm. Et c'est à partir de là que là, par contre, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut avoir soit les connaissances, soit de l'appétence, Ouais. ou soit croire en soi. Il y a des gens qui sont... Moi, comme je l'ai dit, j'adore la mode, donc je m'en inspire. Ouais. Et les gens qui aiment autre chose, ils peuvent s'en inspirer pour leur restaurant. Après, ça dépend quel type de restaurant on a. Si on a un restaurant de pizza et qu'on aime les animés, c'est un peu plus compliqué, mais voilà. Je pense qu'il faut avancer avec nos hobbies. Et du coup, attends, ça me fait rebondir sur un truc. C'est toi, tu es fan de la mode. C'est quoi les liens du coup? Comment tu fais des liens et tu t'inspires en fait de ce que tu vois sur la mode pour le dupliquer sur ton restaurant? Alors, quand j'étais dans la mode, dans toutes les marques que j'ai travaillées, la phrase qui revenait le plus souvent, c'était test and learn. Mhm. Test and learn, test and learn. Et l'autre phrase qui revenait toujours, c'est faire des choses créer des capsules. Et pour vendre les capsules, il faut faire des actions marketing qui sont en dehors de la mode, entre guillemets. Donc nous, dans notre restaurant, je prends des exemples, ça va être plus simple. Dans notre restaurant, par exemple, on a créé une musique.
Ok. On va vraiment créer une vraie musique, pas une musique d'ambiance ou un son d'anniversaire ou je ne Ok. sais quoi. C'est une vraie musique avec des vrais artistes. Une musique qui permettait aux gens d'avoir, avant de venir manger dans notre restaurant, de comprendre le mood de Beaumaillé, Hmm. l'ambiance qu'on voulait faire partager aux gens. Donc juste en écoutant notre musique, tu te dis, ah ouais, Beaumaillé, c'est ça. Ouais. Et après ça, on a été plus loin, on a créé le clip. On s'est dit, bah voilà, pour les gens un peu plus visuels, ils connaissent même pas Beaumaillé, ils ont jamais entendu parler, ils ont jamais vu. Ils voient le clip, ils se disent, bah Beaumaillé, c'est Cali, Hmm. c'est propre, c'est comme ça, c'est stylé. Donc on part de ça. Après, on a créé du merch. Là, on va faire une collection archi bizarre. On va faire une collection de maillots de bain avec Undies, par exemple. On a un Ok. restaurant de burgers. On va faire une collection de maillots de bain. Ok. Donc, Alors ça, je suis très chaud que tu nous expliques après. Du coup, en fait, par exemple, sur ça, par exemple, tu dis c'est très chelou, mais pour toi, qu'est-ce que ça va permettre d'apporter au restaurant, pardon. en fait, nous, ça va nous permettre de sortir de ce qu'on appelle juste être un restaurant. Les gens, Ouais. ils vont voir notre travail, en fait. Notre travail, il est mesuré sur plein de choses. Hmm. Sur le plat que tu sors, mais aussi sur comment tu crées les choses. Donc aujourd'hui, on sort un maillot de bain hyper qualitatif, hyper bien créé, hyper beau. Ils disent, bah, ils travaillent aussi bien quand ils créent un produit que quand ils créent de la nourriture. Hmm. Ça va de soi. Ouais. Donc notre qualité à nous se projette sur tout ce qu'on crée. Ouais, donc c'est ça, en fait, il y a la partie restaurant, il y a la partie musique, il y a la partie donc, merch, etc., comme tu disais. Et du coup, en fait, tu renforces aussi ta marque. C'est Et ça. du coup, la communauté aussi qui... Et ça veut dire que aussi, ce qui est trop bien dans le co-marketing comme ça, qu'il y a des gens qui pourraient découvrir, en fait, Beaumaillé via le maillot de bain. Bon, Exactement. c'est bizarre de C'est dire, bizarre. c'est une C'est phrase bizarre. un peu bizarre. C'est un mais... peu bizarre. C'est pour ça que je dis ça, c'est un peu bizarre. On va avoir le summer body en mangeant son burger, etc. Mais Ouais, il y a un truc à faire, il peut-être. y a un truc à faire. Pour faire un burger healthy, tu vois. Ok, trop bien. Et du coup, donc, pour revenir un peu sur toi, donc tu viens pas du tout de la restauration. Euh, tu viens plutôt du marketing et tu t'es finalement lancé dans la restauration. Là, tu disais à un moment, du coup, je me suis fait convaincre. Qu'est-ce qui t'a finalement fait switcher? C'est le projet, c'est le fait de dire, vas-y, c'est un challenge. Enfin, tu dis au début, c'était même un peu une blague. Mais aujourd'hui, avec du recul, du coup, je dirais, est-ce qu'il y a quelque chose, par exemple, que tu ferais différemment, que tu vois différemment par rapport à quand tu prends 1 an et demi, 2 ans en arrière? Bah, je vais répondre à la première question. Qu'est-ce qui m'a fait switcher? C'est mon associée, c'est Camille. Ouais. Elle m'a fait comprendre qu'on voyageait pour manger, que la nourriture, c'était central Mm. dans notre duo depuis toujours, et que je lui ai toujours dit que j'allais entreprendre avant mes 30 ans. Ok. Donc, Bah, t'étais... j'avais 30 ans. J'ai ouvert à 30 ans. Oui, t'avais dit avant 30 ans, du coup. Et quand elle m'a fait comprendre ça, j'ai dit, bah, c'est vrai qu'entreprendre dans ce qu'on aime, c'est plus simple. Mm. C'est plus simple. Certes, c'est pas... j'aime la mode, mais c'est quand même un milieu qui est très concurrentiel, plus encore que la food, Mm. et très compliqué pour ouvrir quelque chose dans la mode parce qu'il faut se faire voir, il faut créer le produit de A à Z, etc. C'est assez compliqué. Donc, elle m'a fait comprendre par A plus B que la restauration, c'était plus simple, Ouais. qu'on pouvait se lancer maintenant, qu'on pouvait se lancer à deux parce qu'elle, ça l'intéressait. Mhm. Et j'ai jamais voulu entreprendre seul, déjà. de base. D'accord, ok. Donc, elle m'a convaincu. Pour répondre à la deuxième question, maintenant, qu'est-ce que je ferais de différent? Mm. Je suis pas sûr que j'aurais entrepris dans la restauration. Il y a C'est énorme. Alors, s'il y a bien une réponse à laquelle je ne m'attendais pas, c'est celle-là. Mais en fait, enfin, je sais pas si tu vas parler de ça, mais comme on s'en est parlé un tout petit peu avant, je pense savoir pourquoi maintenant tu dis ça. il y a quelque chose que les clients ne savent pas et ne peuvent pas voir, c'est ce qui se passe dans un restaurant. Mm. C'est beaucoup de travail. Mm. C'est beaucoup de travail. Je me lève à 8 heures, je dors à 1 heure, tous les jours pendant 1 an. Je passe beaucoup de temps dans le restaurant. La qualité, je la suis à l'œil, je regarde tout ce qui se passe, tout ce qui sort. On a beaucoup de RH à gérer, on est 8 dans notre équipe. C'est un travail qui est très très dur. C'est un travail de centimes, Ouais. c'est un travail humain, que ce soit avec ses équipes, avec les clients, ou avec mon associé. C'est vraiment très très dur comme métier. Mm. Et je ne savais pas que c'était si dur la restauration. Je ne savais pas. Aujourd'hui, je suis dedans, je ne peux pas faire autre chose. Je pense que voilà, j'ai les 2 pieds dedans à 100% et je ne me vois pas faire autre chose. Mais si j'avais une vision de ce qu'allait devenir Beaumaillé, de ce qu'allait devenir ma vie, ce qu'allait devenir mon travail, j'aurais eu peur. Ouais. Et souvent, avec mon associé, on me dit on avait le côté candide quand on s'est lancé. C'est ça qui nous a permis de faire ce qu'on a fait aujourd'hui. Ouais. Et aujourd'hui, on l'a moins. Genre, aujourd'hui, trouver un deuxième point de vente, c'est hyper dur. On dit non à tout ce qu'on visite. Et pour quelle raison, du coup? Et parce qu'on n'est plus du tout des candides. Mm. On dit ah non, 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 il faut que ça fasse tant de chiffres, il faut que ça marche mieux, on n'y croit pas, on y croit un peu, il y a un peu ça qui va pas.
Notre premier point de vente, c'était les yeux fermés, on le veut. Il n'y avait aucune raison pour qu'on le voulait. On le voulait parce qu'on le sentait. C'était juste ça. Après, vous êtes bien placé aussi. On est bien placé, mais vraiment, quand une personne nous disait pourquoi 16 rue de Paradis, on disait parce qu'on le sentait bien. Ouais. Aujourd'hui, quand je vais visiter un local, je demande tout. Je demande le dossier, je demande le chiffre d'affaires d'avant, je demande pourquoi c'est vendu, etc. Plein de questions, j'ai des doutes. Et même, j'ai plus de sentiments genre à proprement dire en disant je me sens bien ici, je veux ce local. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que tu n'as jamais ressenti ça, entre guillemets. Okay. Tout est business maintenant. Tout doit rentrer dans un business plan. Et ça doit me convaincre sur le papier avant de me convaincre réellement. Ouais. Ça a vraiment changé ma vision. Et c'est ça que je trouve dur dans la restauration. Parce que si on en ouvre un deuxième qui ne fonctionne pas bien, ça peut vraiment tuer notre marque et tuer Beaumaillé. Mais du coup, avec tout ce que vous avez créé, j'imagine que, de l'extérieur, entre guillemets, c'est que pour moi, tu dérisques quand même à fond parce que vous avez quand même du coup toute cette communauté. Donc, tu as 60 000 followers sur The Nice Tea, tu as 30 000 followers sur Beaumaillé, donc vous avez quand même des gens qui vous suivent. Vous avez un marketing fort. Donc, qu'est-ce que tu penses que demain pourrait faire qu'en fait Je sais pas. Je vais pas citer les acteurs, mais on suit quand même ce qui se passe dans le monde de la food. Et on voit qu'il y a des gros acteurs qui peinent, qui ont des moments de gros problèmes. Et je me demande, mais comment c'est possible ? C'est pas pour leur marque, c'est pas pour leur emplacement, c'est le business. C'est un mauvais emplacement, c'est une mauvaise gérance, c'est plein de choses. C'est des mauvais franchisés. C'est vraiment le côté financier qui impacte le business. Et aujourd'hui, le côté financier, avant, quand on a ouvert Beaumaillé, le côté financier, c'était 20%. On ne se rendait pas compte. On s'est dit, on va travailler l'insouciance, tout. L'insouciance, on va travailler tout autour. Aujourd'hui, le côté financier, pour moi, c'est 80% de notre business. D'accord. Et c'est ça que ne voient pas les clients. Et c'est ce côté-là qui est très, très, très dur. Et encore plus, malheureusement, dans la période, entre guillemets, dans laquelle on est, où en fait, y a l'inflation. Et puis, moi, c'était un peu pour ça aussi qu'au début, je voulais lancer ce podcast. C'est que, en fait, moi, je suis arrivé chez Pongo il y a 5 ans. Dans une autre vie, j'ai bossé chez Transgourmet. Donc, je connaissais un peu, tu vois, déjà les restaurateurs. J'avais toujours trouvé des histoires assez cool. Et depuis que je suis chez Pongo, en fait, chaque année, il s'est passé quelque chose. Il y a eu des gilets jaunes, après, il y a eu le Covid, après, il y a eu l'inflation. Et en fait, ça ne s'arrête jamais. Et donc, du coup, c'est ça aussi que je trouve qui est cool, c'est que tu exprimes ce que tu viens de dire, de rendez-vous compte, en fait, aussi de l'autre côté, que on ne veut pas forcément des fois passer nos produits à 20 €, tu vois. Mais en fait, tu n'as pas le choix, en fait. C'est exactement ça. On en parlait justement avant de commencer le podcast. C'est que nous, on a un autre menu qui existe depuis 1 an et demi. Et là, on va être obligé d'augmenter certains prix. Et moi, personnellement, en tant que client, même client de mon propre restaurant, ça me fait de la peine parce qu'on avait un produit avec un prix que je trouve raisonnable et un prix d'appel. Mais si on continue avec ce prix-là, dans 1 ou 2 ans, Beaumaillé, ça sera compliqué. Et malgré en fait tout le marketing que tu as à côté. Donc c'est ça en fait le message, je trouve, c'est il y a, comme tu l'as dit, on voit des marques où tu te dis putain mais c'est pas possible, comment eux c'est possible. Donc il y a tout cet aspect là aussi où tu te dis putain c'est une marque forte et tout, mais malgré ça, en fait à côté il y a aussi la réalité de la restauration où métier de centimier, les marges sont plus faibles et donc il faut faire du volume. Tu vois. Exactement. Et ok, trop bien. Et donc au-delà de ça, imaginons, faisons abstraction de l'inflation, etc. Au vu du concept, est-ce que, alors je vais faire dans l'autre sens, est-ce que du coup c'est un projet du coup je comprends d'en ouvrir potentiellement d'autres? Il y a beaucoup, tu sais, des fois quand tu parles avec des restaurateurs, c'est cette folie de la franchise, de vouloir tout franchiser, etc. Au vu de votre concept, du coup j'imagine que ce serait difficile à franchiser parce que avec les changements les nouveaux menus tous les mois, etc., etc. Comment tu vois la chose toi pour la suite? Alors, on a travaillé sur un plan de développement sur 5 ans. Ok. Je vais être un peu transparent, même si je vais résumer un peu le tout. Nous, on aimerait bien en ouvrir 4-5 dans Paris, en propre. Ok. Justement pour tout ce qui est image de marque, développement de la marque, vraiment créer des racines assez fortes. Parce qu'on veut être plus une marque qu'un restaurant et avoir des projets autour de ça. Et c'est mieux quand tu es 100% maître de ton bateau. Donc, on aimerait en ouvrir 5 à Paris, pouvoir travailler plein de projets qu'on a autour de ça. Et ensuite, on aimerait aller dans les grandes villes. Et ça, pour se dupliquer, on sera obligé de faire la franchise dans les grandes villes. Ok. On commencera forcément par Rennes, parce que je viens de Rennes. Putain, désolé, ils se sont fait éliminer hier. Ouais. Ils ont bien joué. Donc, on aimerait bien commencer par un test, une franchise.
en France et une franchise en Belgique, donc à l'international. Ok. Moi, il faut savoir que je ne l'ai pas dit au début, mais dans toutes ces marques où j'ai travaillé, j'ai toujours travaillé pour la branche internationale de ces marques. Ok. Donc, pour moi, l'international, c'est hyper important. Ok. J'ai toujours été la personne qui disait attention, la France, c'est votre plus gros marché, mais l'international, ça peut être encore un plus gros marché. Les Français, ils ont du mal à aller à l'international, il faut savoir, dans les marques. Ils ont vraiment beaucoup de mal. Et quand ça va mal, la première chose qu'ils se disent, on va développer l'international. C'est souvent quand ça va mal qu'ils pensent à l'international et pas l'inverse. Ok. Donc moi, j'aimerais bien vraiment faire sens inverse Ok. et commencer à développer l'international assez vite pour qu'on ait vraiment un même poids de marché. Ok. Donc nous, 5 ans à Paris, la 6e année en une franchise hors Paris. Hors France, ouais. Et la 7e année... Enfin, non, hors France, ouais. hors Paris. Pardon. Ouais. Et la 7e année, une franchise hors France. Voir comment on fonctionne, mettre en place le business model. Moi, ce que je dis souvent, je reviens un peu en arrière, ce que je dis souvent, c'est que on oublie de dire que chaque point de vente a un business model un peu différent. Ouais. Souvent, on oublie de s'adapter à chaque point de vente. Et c'est ça qui me fait peur avec les franchises, c'est que je ne peux pas dire à une personne, je te vends Beaumaillé Paradis pour que tu l'ouvres à Amiens et tu fasses la même chose. Ouais. Beaumaillé Paradis, ça marche très bien. On a 30 places assises, on sert à table, on a 8 personnes dans la salle, ça fonctionne très bien, ça fait son chiffre, c'est rentable. Mais à Amiens, peut-être qu'il faut que des tablettes, peut-être qu'il faut 0 place assise, peut-être qu'il faut plus grand. Donc, c'est pour ça que, pour moi, on ouvre un point de vente, on trouve son business model et après, on le fait évoluer. On ouvre un deuxième point de vente, on trouve son business model, on le fait évoluer. Chaque point de vente a un business model différent. Ouais. Donc, on ne peut pas dire qu'un restaurant Beaumaillé aura un business model pour tous ses restaurants. Ouais. Ok. Ça, j'y crois pas trop. Ok. Donc, c'est pour ça que la franchise, j'ai un peu de mal. Ouais, c'est ça. Et j'ai vu beaucoup de franchises peiner et aussi se dégrader, que ce soit dans la mode ou dans la restauration, pour carrément. différentes raisons. Et j'aimerais ne pas passer par là, même si je sais que j'y passerai, parce que plus t'en ouvres, plus c'est compliqué. Ouais. Mais j'aimerais bien au moins contrebalancer un peu en se disant que on en ouvre un, on va doucement. Mais je pense que tu as raison. Parce que quand tu... Encore une fois, moi, je ne suis pas sur le terrain, donc c'est un avis extérieur, mais on parle quand même avec pas mal de restaurateurs toute la journée. Et je pense qu'il y a un truc qu'on sous-estime dans la franchise. Et tu parlais, c'est un peu différent dans la mode et la restauration. Je pense que dans la restauration, le plus dur, c'est, surtout quand tout fort et très vite, c'est de répéter l'expérience, comme tu as dit. Elle peut être un peu différente vu que c'est pas forcément le même business model, mais il faut pas que j'ai l'impression que ça soit complètement autre chose non plus. Tu vois. Alors, l'expérience, je pense que c'est facile à répéter. En vrai, je sais répéter ce que j'ai fait à 16 rue de Paradis. Moi, c'est vraiment le côté financier que je suis en train de parler en me disant que l'expérience de 16 rue de Paradis, est-ce que c'est exactement la même expérience qu'un Beaumaillé dans le 16e ? Est-ce que c'est exactement la même expérience qu'un Beaumaillé à Rennes ? Je pense que dans l'aura et dans l'image, ok, et les gens ils vont venir pour ce qu'on est, mais est-ce que c'est la même manière de consommer ? Est-ce que c'est les bons produits ? Est-ce que c'est le bon prix ? Est-ce qu'il y a plein de choses à mettre en place ? Et c'est ça qui est important pour moi. C'est vraiment se dire, dans ce restaurant-là, on va aussi vendre des burgers inspirés des plats africains, il n'y a pas de souci. Ça sera aussi coloré, il y aura la même ambiance. Mais par contre, derrière, on vendra peut-être 4 burgers au lieu d'en vendre 6. Peut-être que ce sera des burgers avec des goûts un peu différents. Peut-être qu'il y aura plus de desserts, plus de tapas, moins de desserts, plus d'entrées, etc. Peut-être que dans ce restaurant-là, il y aura... les gens, ils sont plus jeunes, ils veulent que des tablettes. Peut-être qu'il y aura des QR codes à table. Non, peut-être qu'il y aura des serveurs hyper qualifiés qui vont t'expliquer tout de A à Z. Ça change beaucoup de choses et ça permet de fidéliser la client, ta zone de chalandise. Donc, Non, mais c'est trop bien du coup déjà que tu aies cette prise de recul. Au moins, tu as la vision. C'est ça qui est, tu vois, moi je t'écoute quand tu dis ça, je me dis, bah, moi tu sais ce que tu veux faire. Et est-ce que du coup, comme en plus Bao, c'est un peu tes mentors, etc., tu réfléchis aussi à potentiellement, tu vois, mais c'est un peu ce que tu dis, mais tu vois, avoir vraiment des restos qui sont pour le coup complètement différents. Entre, tu vois, quand ils ont Bao bleu Bao, pardon, Bao Express, gros Bao, est-ce que toi, tu as une volonté peut-être d'avoir un truc aussi qui soit un peu dans cet esprit-là ? Alors, ils ont plusieurs restaurants, mais ils ont quasiment la même carte. Je dirais à 80% la même carte tous les restaurants. Donc oui, on va partir sur le même concept. On aura quasiment la même carte. Je dirais 50% la même carte. Par contre, les lieux, ils seront totalement différents. Ouais, okay. Et l'expérience sera totalement différente. Ok. Mais c'est du coup ça, en plus, quand tu fais du coup des partis pris comme ça, c'est là où c'est encore plus difficile du coup de franchiser par la suite, tu vois. Et c'est, en fait, il me disait un peu la même chose. Et tu vois, sur l'histoire des cartes, la semaine dernière, Billy, ce qu'il m'expliquait, c'est que en fait, au début, ils avaient fait, je crois, c'était 50-50. 50% les mêmes cartes partout et 50% différents. Finalement, ils sont revenus à du 70-30 parce que en gestion, ça devient compliqué. C'est ça. Et aussi, dans le renforcement de ta marque, en fait, à la fin, tu sais plus trop si c'est la même entité ou si finalement c'est une marque complètement différente, quoi. Eux, ils ont pris
ils ont décidé de nommer leur restaurant de différentes façons, Mhm. même s'il y a mon bao devant. Moi, personnellement, je prêche avec mon associé. En tout cas, je lui dis que j'aimerais garder Beaumaillé partout. Ok. Parce que c'est une marque et que je veux le marteler comme une marque et que ça soit connu pour ça. Hmm. Donc, je voudrais ne pas changer ce nom. C'est Ouais. petit ce que je suis en train de dire, mais c'est hyper important dans le développement de la marque et de la notoriété de ce qu'on veut faire. Mais c'est marrant parce que du coup, c'est exactement la question que je lui ai posée. Et tu vois, on travaille avec d'autres marques aussi où c'est comme ça. C'est que je lui ai dit comment du coup tu fais pour que tu vois, les gens, quand ils aillent chez Gros Bao, ils savent qu'on parle de Bao Family. Tu vois, parce qu'en fait, à la fin, ta marque, c'est Bao Family. Ton Instagram, c'est Bao Family. Ta communication, elle est sur Bao Family. Et effectivement, c'était le challenge aussi pour eux de ce côté-là, tu vois, d'avoir un nom différent que les restaurants. C'est un vrai challenge. C'est quelque chose qui a été lancé pour moi, en tout cas, de mon point de vue, par Big Mama. Donc, ils ont créé plein de Exactement. restaurants avec des noms différents, avec des lieux différents. Les lieux différents, j'ai adhéré. Les noms différents, c'était un peu plus compliqué. Je parle de mes amis qui viennent de Rennes ou à l'international. Quand ils viennent, je leur emmène dans un ou dans l'autre, ils savent pas qu'ils sont dans le même restaurant. Ouais. Et pour moi qui adore le marketing, je trouve ça dommage de Hmm. perdre ça, en fait. Tu perds un peu ton aura juste parce que tu changes de lieu et que tu as un nom différent. Après, Ouais. c'est ma façon de Bien penser, sûr, c'est ma bien façon sûr. de voir. Mais je pense que c'est important Hmm. de travailler sur sa marque, de donner de la notoriété à sa marque, à son nom de marque. Hmm. Bah après, tu vois, toi, ça serait plus du coup la stratégie à la Street Bangkok, du coup, où eux, ils ont gardé le nom de Street Bangkok partout, mais dans certains restos, en fait, tu as des spécialités en fait, qui sont un peu différentes, même si tu as une expérience similaire, des produits que tu retrouves, mais il y a des spécialités dans certains restos, tu vois. Ils ont des spécialités dans certains restos, mais après, tous leurs restaurants se ressemblent. Ouais, mais sur la partie plus Pour la culinaire, tu vois. culinaire, Ouais. ouais, il y a des spécialités. Hmm. Moi, j'aimerais vraiment avoir des lieux différents, Ouais. des spécialités et le même nom. Ok. Ah, c'est un beau challenge. Et tu parlais de l'international, tu as dit la Belgique. Est-ce qu'il y a une raison particulière à la Belgique ou... Il y a une raison très simple. Déjà, on a été contacté par un hub belge Ok. qui aide les restaurateurs à se développer, les restaurateurs internationaux à se développer en Belgique. Ok. Donc, on a été les rendre visite, on a passé une semaine avec eux, ils nous ont montré les chiffres, les restaurants, les concepts, comment ils pouvaient nous aider. Et ils nous ont fait comprendre qu'il y avait une énorme diaspora congolaise en Belgique. Ok. Il y avait une énorme diaspora qui attendait ce genre de restaurant. Mhm. C'est pour ça qu'ils nous ont ciblés, ils nous ont convaincus. Ils nous ont convaincus, donc on leur a dit on viendra, Mhm. on viendra. Ok. Ok. Donc, du coup, premier, normalement, ce sera la Belgique à l'international. Normalement. Trop bien. Trop cool. Bah, ça fera plaisir sûrement aux amis belges. Pour revenir un petit peu sur, encore une fois, toi, le parcours où tu viens pas de la restauration, mais je trouve que c'est intéressant ce que tu as dit aussi au début en disant, parce qu'il y a plein de gens qui viennent pas de la restauration et qui arrivent avec un côté très marketeux en disant, bon, finalement, on va faire que des burgers. Donc, vous avez pris l'autre partie en disant, non, on va se légitimiser dessus. Du coup, quand même, tu as un an et demi d'expérience et même, je peux même mettre l'année d'avant où vous avez consolidé tout le business. C'est quoi justement, toi, les trois conseils en gros que tu vois demain, quelqu'un nous écoute, quelqu'un qui aimerait se lancer comme toi il y a 2 ans et demi, euh, tu dirais quoi? De faire un produit qu'il est capable de manger tous les jours. Ok. Hyper important. Hein. S'il est Ouais. capable de le manger tous les jours, c'est que son produit, il est bon. Après, ça dépend, j'imagine, du produit, tu vois. Même s'il est bon, faut peut-être. Non, mais quand je dis il est capable, même moi, je mange pas mes burgers Bah tous les oui, jours, mais je non, sais très bien bien sûr. que si lundi, mardi, mercredi, Ouais. je voulais manger mes burgers, il y a zéro souci. Hmm. Tout est brut, tout est fait maison, c'est des bons produits. J'ai zéro problème avec mes produits. Donc, je pense que, d'avoir un produit qu'on est capable de manger tout le temps, donc un Ouais. produit qui nous ressemble. Deux, d'être, si on l'est pas nous-mêmes, d'être accompagné d'une personne qui est très finance, Ok. parce que la restauration, c'est de la finance. Ouais. Hyper important vu que c'est un métier de centime. Et de trois, de s'amuser, je pense. Hmm. Je pense qu'il faut pas avoir peur de sortir des sentiers battus et de faire des choses qui n'ont peut-être rien à voir avec l'univers de la restauration, mais qui ont quelque chose à voir avec notre univers, Ouais. nos hobbies, nos plaisirs, et qui peuvent servir à la restauration, parce qu'on le fera avec beaucoup d'envie. Ouais, carrément. Tu seras contente de faire ce que tu fais, etc. C'est marrant, du coup, il y avait. Donc, par rapport. J'avais posé la même question à Bao. Du coup, on parle beaucoup de Bao, mais comme c'est un peu le mentor, c'est assez drôle. Et il y a un conseil que vous avez donné en commun. En tout cas, tu as dit t'associer à quelqu'un de la finance. Lui, il disait de s'associer tout court. Au-delà de la partie financière, est-ce que tu penses que du coup, l'association dans un restaurant, c'est méga important, même si on a un à la limite qui n'est pas dans la finance, mais parce que tout seul, c'est dur, quoi. Pour moi, je dirais que tout seul, c'est impossible. Ok. C'est très, très dur, la restauration.
Mais quand je dis très très dur, c'est que demain, je peux me lever et avoir un message à 7 h du matin et avoir 6 personnes de malades. Littéralement. Ouais. Et là, Donc, du coup, vas-y. et là, du coup, hop, je mets mon chapeau, je mets ma blouse et je fais la cuisine, je fais le service, je fais la mise en place et en même temps, je fais les réseaux sociaux et en même temps, je fais les payes. Donc, c'est très très dur. Mm. La restauration, c'est plusieurs métiers que les gens ne voient pas. Je parle des plus visibles, c'est le RH, Mm. c'est la cuisine, c'est le service, c'est la comptabilité, c'est le l'hygiène. marketing, c'est l'hygiène, c'est énormément de choses. C'est beaucoup de métiers qu'on fait en une seule journée. Donc moi, Ouais. je change de casquette tous les heures, je fais un nouveau truc. Mm. Et je pourrais travailler sans m'arrêter, je pense, toute une année. Ouais. Donc même 2, c'est peut-être même pas assez en fait. Il faudrait être plusieurs. 2, c'est pas assez, mais... Mais 3, c'est trop. 3. Non, je pense que 3, Non, c'est pas trop, mais trouver son troisième associé, Mm. c'est peut-être plus compliqué. Ouais. À 2, nous, on se comprend. Avec Camille, je pense qu'on est vraiment pareil. Mm. On s'est bien trouvé pour ce métier, donc on arrive à se compenser. On a des moments de down, tout le monde en a. Ouais, Il y a des moments un peu plus compliqués et l'autre, il est là pour aider. bien sûr. Et inversement. Mais d'ailleurs, tu vois, avec du recul, je sais même pas si je vois des chaînes où ils sont lancés un peu tout seuls, sans associés. Je sais même pas trop si ça existe tant que ça, tu vois, finalement, un peu avec du recul. Et du coup, il y a un autre truc donc, je voulais voir avec toi. Donc, il y a eu l'essor du digital. Donc, ce qui est assez drôle, là, je fais une petite aparté avec Pongo, mais nous, on l'a ressenti vraiment l'avant et l'après-Covid. Donc, avant Covid, il y avait pas mal d'acteurs dans la food tech, etc. Mais le Covid a fait que d'un coup, on est passé de 20 à 200 solutions de click and collect. Il y a eu plein de solutions pour les plateformes de livraison. Il y a eu plein de solutions comme nous sur la fidélité, etc. etc. Aujourd'hui, comment on s'y retrouve en tant que restaurateur? Comment on choisit les solutions? Et bon, déjà, je vais m'arrêter à là. Et après, j'aurai plus des questions plus précises là-dessus. C'est peut-être plus facile pour moi vu que je viens du digital justement et que j'ai travaillé avec énormément de solutions. Quand on a ouvert Beaumaillé, c'est moi qui me suis occupé de toutes les solutions qu'on a mis en place. On en a essayé un paquet. Ok. On a essayé un paquet et on a gardé ce qui nous semblait... Après un an, on a gardé ce qui nous semblait le plus important pour faire marcher notre business. Et moi, c'est très simple. J'ai choisi les solutions qui avaient déjà des API ouverts ou qui se connectaient entre eux. Ok. C'était déjà 2 choses qui étaient importantes pour moi. Pourquoi les API ouverts? Parce qu'on a créé notre propre système à nous pour avoir des données. D'accord, Donc, ok. tous les jours, on a notre petite application qui s'appelle Belly.io. On reçoit les chiffres de tout, les ventes, on a tous les KPI, etc. Et ça, justement, grâce à Yavin, les TPE, grâce à Zelti, ouvert, Pongo aussi, etc. Donc, on a connecté Impulse, on a tout connecté et on récupère toutes les données pour notre propre application. Donc, ça, c'était hyper important. Et deuxième chose, qu'ils soient connectés entre eux pour pas que j'ai 10 000 tablettes. Vraiment, ça... Je vois pas de quoi tu parles. Ça, c'est vraiment un truc que je comprends pas. Genre, parfois, j'ai des amis restaurateurs, ils ont 10 000 tablettes. Ouais. Ils ont des solutions qui se connectent pas entre eux. Ils cherchent une information là, après ils cherchent une information là-bas. Et je dis, pour moi, c'est juste pas possible. C'est une usine à gaz. Donc, c'est 2 choses qui étaient importantes pour moi. Et après, on regarde ce que nous apporte la solution. Ouais, bien sûr. Et ça, il nous faut un peu de temps. Il faut 3-4 mois pour voir ce que t'apporte la solution, comment tes équipes l'utilisent surtout. Ouais. Parce que moi, je pourrais utiliser toutes les solutions parce que j'aime ça. Ouais. Mais si mes équipes les utilisent pas, en fait, elles servent pas à grand-chose, cette solution. Ouais, mais c'est toujours le truc qui est compliqué. Et en fait, là, pour le coup, quand on vend une solution comme la nôtre, on le sait très bien que on dépend beaucoup de la partie opérationnelle derrière, parce qu'en fait, si eux, en fait, ils te disent c'est une galère, en fait, tu sais que derrière, ça sert à rien. Mais je sais que c'est difficile pour les restaurateurs aussi, parce que toutes les solutions ont l'air bien. C'est-à-dire que quand tu te fais pitcher une solution, tu te dis, mais oui, il me faut ça. Et du coup, tu vois, ça rejoint, du coup, enfin, ça me fait rebondir sur l'autre question que je voulais te poser tout à l'heure, c'est du coup, toi aujourd'hui, est-ce qu'il y a des solutions qui te paraissent indispensables qu'il faut avoir? Alors évidemment la caisse, tu vas me dire, mais est-ce que il y a des solutions qui sont indispensables à avoir, tu vois, dans un restaurant aujourd'hui en 2024 avec tout ce qui se passe dans le digital, tu vois? Alors, des solutions indispensables. Alors, moi, ma caisse, je parlerai de Zelti parce que c'est une marque que j'aime beaucoup. Ouais. C'est une marque que j'aime beaucoup ce qu'ils font. Ils sont très faciles à approcher, ils sont à l'écoute et leur solution marche très très bien. Donc, c'est une solution pour moi indispensable. Après, il y a le TPE. Moi, je suis chez Yavin, donc un truc digital, facile, qui se connecte, etc. Je dirais pas que je passe ma vie derrière le back-office de Yavin. Ouais. Mais bon. Mais tu as l'impression que ça me facilite de tout. Okay. C'est connecté à ma caisse Zelti, ça envoie directement le montant, pas d'erreur en caisse, etc., etc. Ça facilite le travail des serveurs, donc ça, j'ai pas de souci là-dessus.
Pongo, pour moi, c'est hyper important. Je cache pas que pour mon associé, elle ne comprend pas, mais parce qu'elle ne comprend pas comment c'est dur d'avoir un programme de fidélité dans une marque. Je lui ai expliqué que dans la mode, on avait toujours des problèmes de fidélité et quand on les arrêtait, qu'on essayait de les reprendre pour changer de système, c'était hyper dur. On perdait beaucoup de clients, beaucoup de mise en place, beaucoup de dev et qu'avoir un système dès le début et le garder et le faire grandir et une fois qu'il est grand, là, on peut vraiment l'exploiter, c'est hyper important. Ouais. Donc, Pongo, c'est hyper important pour moi. Le téléphone, c'est encore plus important parce qu'il sonne beaucoup. Donc, on renvoie un SMS aux clients qui nous ont appelés qu'on n'a pas pu décrocher pour qu'ils puissent aller sur notre site ou avoir des informations supplémentaires. Tu fais de la... excuse-moi, je te coupe là-dessus. Est-ce que tu fais de la résa ou pas du tout? On fait de la résa. Ok. On fait de la résa depuis 3 mois. Ok. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas venir parce qu'ils ont encore le souvenir de faire 1 kilomètre de queue quand ils venaient chez Beaumaillé. Donc c'est pour ça qu'on leur fait comprendre qu'aujourd'hui c'est plus fluide, mais s'ils ont peur, ils peuvent réserver. Comme ça, ils sont sûrs d'avoir leur place. Ok. Donc on fait de la résa. Je dirais pas que c'est un outil important parce que ça dépend de ton business, ça dépend de ton emplacement. Donc ZenChef qu'on utilise, je dirais pas que c'est très important. On utilise IG pour tout ce qui est sécurité hygiène. Pour moi, ça c'est primordial. Ok. Je parle de IG parce que j'ai vu beaucoup de solutions de sécurité hygiène que je pouvais utiliser, mais j'ai pas vu beaucoup de solutions qui étaient utilisables par mes équipes. IG, c'est facile. Ok. Ça veut dire Donc que... ça revient sur le truc de l'opérationnel. Exactement. À la fin. Ça veut dire que mon commis, mon plongeur ou mon chef, ils sont capables de l'utiliser les yeux fermés. Ouais. Alors qu'il y avait des solutions, je leur mettais devant, ils étaient bloqués. Ouais. Ils étaient littéralement bloqués. Donc ça, pour moi, c'est primordial, que ce soit IG ou autre, mais c'est primordial. On utilise Impulse pour tout ce qui est commande, tout ce qui est suivi, etc. Pareil, j'avais fait le concurrent d'Impulse, je l'avais mis en place au début et ils ne comprenaient pas. Le front, c'était quelque chose qui était trop compliqué pour eux. Impulse, ils l'utilisent les yeux fermés, ils font leurs commandes, ils mettent les prix, ils mettent les fiches produits. Et ça, pour moi, c'est primordial, mais c'est primordial quand on veut se développer ou après 1 ou 2 ans pour faciliter un peu les choses, mais on n'est pas obligé de l'avoir à l'ouverture parce que c'est quand même un produit qui coûte assez cher. Qu'est-ce qui est... Impulse, parenthèse sur eux, en plus nous c'est un partenaire et tout, mais je les adore, mais au-delà de les adorer, je trouve que leur solution, elle répond à quand même un vrai enjeu pour la restauration, et encore plus, là où c'est trop fort, c'est que c'est encore plus maintenant, là, avec tout ce qui se passe. Tu vois, tu m'en parlais avant, où il n'y a plus de mercurial, de prix bloqués, l'anticipation, etc. Ils ont le produit, en fait, qui répond, pour moi, aux enjeux de la restauration maintenant. Par contre, comme tu as dit, c'est un coût. Donc, effectivement, je pense qu'au début, en fait, c'est peut-être un peu compliqué de le mettre en place. Mais dès que tu veux commencer à grossir, ça devient quand même assez important pour tes marges et tout, quoi. Très, très important. Ouais. Est-ce qu'il y a un autre produit primordial quand on ouvre ? J'ai réfléchi. Je pense que je viens de dire les plus importants. Après, j'ai 2 outils que j'adore. Ouais, bien sûr. Il y en a beaucoup que j'adore, dont Flint, par exemple, quand on parle de Uber. Je trouve leur solution hyper maligne, hyper bien. Mais je pense pas qu'on en a besoin quand on est dans un restaurant. Donc, non, je pense que quand on a sécurité hygiène, quand on a Pongo, quand on a un bon système de caisse, quand on a un bon TPE, on peut se lancer assez facilement. Ouais, donc c'est vraiment, tu vois, encaissement, paiement, données clients, données restaurant. C'est ça. Ça va comment. Ouais, et là, tu as fait un parallèle rapidement avec Uber. On pourra, à mon avis, finir à peu près là-dessus. Mais la place de la livraison, du coup, elle est de plus en plus importante chez les restaurateurs. Un peu ou grâce au Covid, mais un peu à cause ou grâce, je sais pas trop. Toi, aujourd'hui, comment tu gères ça ? Parce que, du coup, la livraison, il y a plein de trucs cool. C'est-à-dire que t'es sur Uber Eats, par exemple, ça te fait une vitrine, etc. Par contre, on connaît l'histoire des marges aussi. Comment on fait pour que ça soit à la fois cool, parce que ça te permet d'avoir de la visibilité sur une vitrine comme Uber Eats, et en même temps, éviter la dépendance, parce que derrière, du coup, ça peut nuire, entre guillemets, à ton business model et à tout ce que tu fais à côté. Toutes mes réponses sont dans ta question. Non, c'est totalement vrai. En fait, nous, on fait 10% d'Uber. Okay. On fait 10% d'Uber. On n'a jamais été plus haut que ça. Et pour nous, Uber, c'est un budget marketing. Okay. C'est un budget marketing et c'est du marketing. Par contre, on a une image de marque. On travaille notre produit. On travaille notre branding pour qu'on devienne une zone de destination. Ouais. Et aujourd'hui, 80% des personnes préfèrent faire la queue et attendre qu'une des 30 places se libère plutôt que de commander en ligne. Et c'est ça qu'on a créé aujourd'hui. On a travaillé pour ça. Donc, on a besoin d'être sur les plateformes. Je pense que ce serait une erreur financière et économique et tout pour un restaurant de ne pas être sur les plateformes. Mais il faut maîtriser ses coûts. Ouais. Il faut maîtriser ses coûts. Donc, nous, on a 10%. On n'a jamais poussé plus que ça. On fait beaucoup de
d'actions marketing avec Uber, des pushs, des newsletters, etc. Grâce à nos collabs. Donc, on travaille main dans la main pour mettre en avant des produits. Ok. Donc, nous, ça nous fait beaucoup de visibilité. Et voilà. Mais c'est pas plus que ça. C'est pas notre canal de vente qui nous apporte le plus de chiffres ou qu'on essaie de pousser le plus. Ouais. Et ça ne le sera jamais. Ouais, mais c'est pour ça. Enfin, je m'en doutais, tu vois, en te posant la question. Mais j'imagine que quand tu as la volonté de faire une marque, bah, du coup, c'est faire attention à ce truc-là parce que si tu vas trop, tu vois, 10%, du coup, ça paraît plutôt faire. Mais si tu vois, tu commences à faire du 20-30%, ce qui sont souvent les ratios que tu entends, c'est 70-30 la plupart du temps. Et ça dépend du modèle de restauration que tu as. Mais du coup, tu peux être vite teinté comme une marque, en fait, Uber Eats. Et d'ailleurs, tu vois, on parlait de Big Mama. C'est assez malin ce qu'ils avaient fait à l'époque où en fait ils ont créé du coup une marque Napoli Gang pour pas justement teinter les marques qu'ils ont chez Big Mama, tu vois, que je trouve plutôt malin. Ah, c'était même très malin. Et tu vois, pendant le Covid et tout, donc ok, trop bien. Bah écoute, je crois qu'on va bientôt arriver à la fin de ce podcast. Écoute, déjà merci beaucoup d'être venu. T'es le 3e. C'est toujours pour moi un plaisir en fait de vous accueillir parce que là, tu vois, toi, tu as donné ton point de vue de la restauration. Tu venais pas de la restauration en plus, donc c'est d'autant plus intéressant. Et j'espère que les gens qui nous écoutent, ils pourront aussi se projeter, tu vois, sur leur restaurant avec justement toi, ton expérience et tous les conseils que tu as pu donner aujourd'hui. Donc voilà, je voulais juste te remercier. Merci beaucoup. Je te souhaite bon courage pour cette année 2024, qu'on espère. On va aller vers le mieux pour la restauration et puis voilà, tu repasseras avec grand plaisir si jamais. Merci beaucoup pour l'invitation. Moi, j'y crois à la restauration. On trouvera notre équilibre, on trouvera tous nos équilibres et merci encore pour l'invitation. Avec grand plaisir. Salut. Ciao.